Alors donc là, on va essayer d'appréhender le travail dans la République de Gilead. Donc là aussi, je précise que ce sont des opinions personnelles. Alors cette série met en avant une organisation du travail qui va être structurée au niveau de l'État, en dehors de toute relation contractuelle. Les personnes sont affectées par la République à des postes bien précis, évidemment en raison de leurs compétences, sans qu'aucun contrat de travail ne soit conclu. Alors que notre droit consacre la liberté du travail et sanctionne toutes les atteintes, la République de Gilead illustre au contraire un système totalement opposé, puisqu'elle consacre l'absence de liberté du travail et institutionnalise même un système d'atteinte à cette liberté qu'on va étudier sous deux aspects. Tout d'abord, l'institutionnalisation d'un travail forcé et également l'institutionnalisation d'un travail dégradant, indigne. Alors, la justification d'un tel système repose sur une nécessité qui est de faire face à une pollution très importante qui a causé une infertilité préoccupante pour la survie de l'espèce humaine. C'est cette raison qui va justifier l'instauration d'un travail forcé et d'un travail indigne. Alors, l'instauration d'un travail forcé dans la République de Gilead. Alors, en France, la liberté du travail est consacrée depuis 1791 à la valeur constitutionnelle, elle est consacrée par différents textes internationaux, et la France a été condamnée par 2 fois par la Cour européenne des droits de l'homme, justement pour ne pas avoir suffisamment pris de mesures pour protéger les victimes de travail forcé. Donc ça a donné lieu à une loi du 5 août 2013 qui va venir renforcer en fait les sanctions. Dans la République de Gilead, au contraire, c'est une absence totale de liberté. Samuel l'a évoqué. Et dans le livre, Tante Lydia a une formule très explicite. Elle dit « Il y a plus d'une sorte de liberté. La liberté de et la liberté par rapport à ». Au temps de l'anarchie, donc c'est-à-dire avant la mise en place de la République de Gilead, c'était la liberté de. Maintenant, on vous donne la liberté par rapport à. Ne la sous-estimez pas. Et cette phrase résume l'ensemble des libertés, en fait, dans la République de Gilead. Il n'y en a aucune, il n'y a plus aucune liberté de, donc y compris la liberté du travail a totalement disparu, mais on va accorder certaines libertés par rapport à d'autres personnes en fonction des compétences et des missions que ces personnes vont avoir. Alors, pour la liberté du travail, cela a plusieurs conséquences. Tout d'abord, première conséquence, elles ne choisissent pas si elles vont travailler ou pas, ces personnes. Soit le travail est interdit, soit il est imposé. Alors, exemple pour le travail interdit. Serena, donc, qui est l'épouse du commandant, avant le nouveau régime, travaillait. Et pourtant, elle a participé à la mise en place du régime et elle va se retrouver totalement privée de toute activité professionnelle. Elle n'a pas le droit de travailler. C'est une épouse, elle a une fonction d'épouse, mais elle ne peut absolument pas travailler par ailleurs. À la dans la saison 2, son mari donc, est l'objet d'un attentat. Et donc, il est dans une incapacité en fait, de travailler et elle va prendre en fait sa place. Donc là, on la voit à l'image en train d'être dans le bureau en fait, du commandant. Donc elle se met à travailler, à prendre des décisions et quand il revient, ben, il va lui donner des châtiments corporels parce qu'il ne supporte pas que sa femme ait travaillé. Elle porte atteinte, elle a dérogé à cette règle. Et d'ailleurs, Samuel l'a déjà dit, les femmes sont privées du droit d'écrire, elles sont privées du droit de lire, elles ne sont pas éduquées, donc elles sont privées de tout moyen, en fait, pour même exercer une fonction. Sauf les tantes qui, elles, peuvent écrire et lire. Donc là, on voit à l'image de tante Lydia qui est autorisée à lire parce que ça fait partie de ses fonctions. Elle a besoin pour ses fonctions d'écrire et de lire. Donc on lui donne cette mission. Mais toutes les autres femmes, en tout cas, n'ont pas le droit de travailler, n'ont pas les moyens de travailler. Alors quand elles sont autorisées, les personnes sont autorisées à travailler, elles n'ont pas non plus le choix, évidemment, du métier qui va leur être confié. Le métier va leur être imposé en fonction des compétences de chacun. Donc les femmes fertiles vont être servantes, les femmes infertiles, elles vont être destinées à autre chose, notamment à être, par exemple, des martas chargées de s'occuper de la maison. Et évidemment, les individus ne peuvent pas non plus
choisir de quitter ou pas leur métier, de quitter leur emploi. Si elles ne conviennent pas, donc c'est le cas par exemple des servantes, elles vont être changées de famille ou envoyées dans les colonies sans évidemment qu'on leur demande leur avis et encore moins leur accord. Alors Émilie, qui est une des servantes, va tenter de s'enfuir à la fin de la saison 1 parce qu'elle est homosexuelle et elle va être finalement reprise et elle va être envoyée dans les colonies parce qu'elle ne pouvait pas quitter en fait son poste. Alors, il y a une discussion sur le consentement, justement, de deux personnages qui méritent d'être soulignés. Tout d'abord, le choix de Moira de devenir prostituée. Donc, Moira, la question se pose à la fin de la saison 1, où le commandant donc, emmène June dans une maison close, on appelle chez Jézabel, et il lui explique que certaines prostituées, en fait, ont choisi d'être là. Alors, est-ce qu'il y a un véritable choix? Et elle rencontre, donc June rencontre Moira, qui était une de ses amies dans la vie antérieure, qui a été servante, qui a réussi à s'échapper en kidnappant une tante. Elle est rattrapée et elle se retrouve en fait dans cette maison close. Et donc elle lui demande pourquoi tu as choisi d'être là? Ouais, j'ai choisi d'être là. Alors, mais elle lui explique en fait comment elle a exercé son choix. Et en fait, c'est qu'un choix très apparent qui n'existe pas en réalité. C'est un choix totalement inexistant. Pourquoi? Parce que d'abord, on lui a donné le choix entre deux options. Soit tu es prostituée, soit tu travailles dans les colonies qui consistent à dépolluer les sites et qui va conduire à une mort quasi certaine en fait des personnes. Et pour t'éclairer dans ton choix, nous allons te diffuser un film qui décrit les conditions de travail dans les colonies. Conditions de travail atroces qu'on verra dans un instant. Donc finalement, elle dit, moi j'ai choisi d'être prostituée. Pourquoi? Parce que en fait, c'est le choix de la survie. Au moins je suis nourrie, au moins je suis logée, je ne suis pas vouée à une mort certaine. Donc certes, j'ai exercé un choix, mais qui n'est pas un choix en réalité. C'est un choix contraint, c'est un moindre mal. Plutôt que de mourir et de travailler dans un contexte qui va entraîner ma mort quasi certaine, j'ai choisi, entre guillemets, bien sûr, d'être prostituée. Donc ce n'est pas un choix en réalité, c'est un choix totalement inexistant. Et June dit dans le livre, ce que j'entends dans sa voix, c'est de l'indifférence, un manque de volonté. Donc il n'y a pas la volonté de choisir d'être prostituée. C'est un choix formel, mais absolument pas réel. Autre personnage, ce sont les tantes. Alors les tantes, on ne sait pas beaucoup de choses sur elles, ni dans le livre, ni dans la série. Et on peut se poser la question si elles n'ont pas eu un choix en fait implicite, au contraire. Donc parce que tante Lydia, on s'aperçoit au fur et à mesure en fait de la série qu'elle va exercer en fait sa fonction quand même avec conscience, avec une certaine volonté, même si par moments elle va désobéir aussi, elle va avoir un comportement qui va être parfois ambigu, mais au final elle adhère en fait à la fonction qui lui est donnée. Donc même si elle n'a pas forcément exercé au départ le choix d'être tante, on peut penser qu'elle a fait un choix implicite d'accepter en fait cette fonction qui lui est donnée. Alors, la République, donc à part éventuellement pour les tantes, les autres personnages sont dans un système de travail forcé qui est institutionnalisé dans cette République. Alors la notion de travail forcé est un peu différente entre le droit international et le droit interne. Pour le droit international, donc c'est le fait de travailler contre la volonté de la personne et sous la menace, donc il y a ces deux aspects. Pour le droit interne, on retrouve exactement ces deux éléments constitutifs et en plus, il faut contraindre une personne à faire un travail sans rétribution ou une rétribution qui n'est pas à la hauteur en fait de la prestation effectuée. Alors, pour les personnages de cette République, la plupart sont dans une hypothèse de travail forcé. Pour le droit international, ça ne pose pas de difficulté, c'est bien contre la volonté, c'est ce que je viens de vous expliquer, sauf éventuellement, avec plein de guillemets possibles, pour les tantes. C'est sous la menace permanent. On le voit à plein d'endroits dans la série, en fait. Il y a des châtiments corporels, les sanctions sont publiques, comme ça donne l'exemple. Si vous désobéissez, en fait, tout le monde est au courant, en fait, de la sanction qui a été mise en place. Au début de la saison 2, par exemple, on voit un simulacre en fait, de pendaison collective des servantes. Il y en a une qui a désobéi et toutes vont être en fait,
vont être menacées en fait d'être pendues en raison de la désobéissance de l'une d'entre elles. Il y a des scènes de lynchage aussi parce que l'une d'entre elles a désobéi. Donc il y a un caractère public, des violences physiques permanentes et elles sont toujours en fait sous cette menace et cette violence. Et c'est vrai pour tous les personnages. Alors, donc, pour le droit international, il n'y a pas de souci, on est bien dans une condition de travail forcé. Pour le droit interne, il faut donc aussi vérifier que c'est pour un travail sans rétribution. Alors, il faut prendre en compte le fait que le gîte et le couvert sont donnés en fait aux personnages. Donc, le problème, c'est que ce gîte et ce couvert, qui pourrait être une forme de rétribution, est contraint. Ils n'ont absolument pas le choix de déterminer l'endroit où ils vont vivre et ce qu'ils vont même manger, puisque notamment les gardiens, les servantes et les martas vivent chez le commandant. Samuel l'a bien décrit, c'est une mini de la République, mais donc tous sont contraints d'habiter chez le commandant dans un endroit bien précis qui leur est attribué. Pour la nourriture, c'est exactement la même chose. Le régime alimentaire, par exemple, des servantes, va dépendre de leur état de santé, si elles sont enceintes ou pas enceintes. Donc tout est hyper réglementé, elles n'ont absolument aucun choix dans cette rétribution. Et évidemment, la rétribution n'est pas à la hauteur du tout des fonctions qu'elles vont exercer. Toutes les personnes, elles sont corvéables, sans temps de repos, en fait, à tout moment du jour et de la nuit. Et évidemment, à aucun moment dans la série, on donne une rémunération, en fait, pour le travail fourni. Alors, ça va même plus loin, il y a une forme même de servitude. La servitude est une forme aggravée de travail forcé, et là aussi, vous avez une distinction entre le droit international et le droit interne. Pour le droit international, il faut prouver le caractère irréversible de la situation. C'est le cas, en fait, de tous les personnages. Ils ne peuvent pas, en fait, quitter. S'ils s'enfuient, et s'ils sont retrouvés, ils sont envoyés dans les colonies, voire pendus et avec des châtiments physiques très importants. Et pour le droit interne, il faut prouver le caractère habituel et la vulnérabilité donc de la personne. Et tous les personnages sont dans un cadre de vulnérabilité totale. En fait, toutes les formes de vulnérabilité sont reconnues. Elles ont une vulnérabilité économique puisqu'elles sont sous la dépendance en fait du commandant chez lequel elles vivent. Elles sont dans une forme de vulnérabilité sociale parce qu'on les a coupées totalement en fait de leur cercle amical, familial. Elles sont totalement isolées en fait de leur relation qu'elles aient pu avoir. Et elles ont même parfois une forme de vulnérabilité physique parce que même quand elles sont dans un état de santé qui est préoccupant, elles doivent quand même continuer à travailler. Donc la forme de la servitude, évidemment, serait aussi reconnue pour la plupart aussi de ces personnages. Alors, l'atteinte va encore plus loin, puisqu'on a mis en place aussi, dans la République de Gilead, un travail dégradant, indigne, qui porte atteinte à la dignité humaine. Alors, tout d'abord, ça va aller jusqu'à l'esclavage, que je finirai mon propos par l'esclavage. Alors, c'est un système qui abolit totalement la dignité au travail. L'exemple le plus intéressant, c'est le travail dans les colonies, dont je vous parlais tout à l'heure, puisque en fait dans les colonies, ce sont donc des prisonnières qui sont envoyées donc pour dépolluer les sites, et elles vont être dans des conditions non seulement de vie, mais aussi de travail en fait contraires à la dignité humaine. Dans des traitements, elles vont subir des traitements inhumains et dégradants. Des conditions de vie déjà, parce qu'elles vivent dans des logements totalement insalubres. Elles n'ont aucune intimité dans des dortoirs immenses. Elles sont nourries vraiment le strict minimum. C'est même pas, enfin, c'est des conditions de survie. C'est pas de la nourriture, c'est de la survie. Elles boivent de l'eau qui est polluée. Elles font leur toilette avec l'eau qui est polluée. Et dans le livre, on nous dit, ils ont calculé qu'il fallait 3 ans maximum avant d'avoir le nez qui tombe et la peau qui se décolle comme des gants de caoutchouc. Donc, on fait tout en fait pour qu'elles meurent en fait, que ces personnes décèdent. Même leur enterrement, en fait, ne respecte pas les conditions de vie, de dignité. Et à un moment, dans le début de la 2e saison, on voit que les prisonnières organisent une cérémonie d'enterrement de l'une d'entre elles, tellement, en fait, les conditions même de mort, en fait, sont indignes. Quant aux conditions de travail, évidemment, là aussi, c'est l'indignité la plus complète. Elles sont chargées de dépolluer donc des sites sans aucune protection, à main nue, alors que les gardiens, eux, ont des tenues de
protection. Elles sont sous la surveillance permanente en fait de ces gardiens. Si elles tombent, elles sont battues et elles doivent en fait quand même exercer leur fonction. Donc c'est la dignité dans sa globalité en fait. Alors le fait qu'elles soient des prisonnières pourrait poser une question au regard du travail forcé, puisque pour la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme, il y a une exception en fait au travail forcé pour les travails requis des personnes soumises à la détention. Mais ça n'autorise cependant pas les conditions de travail inhumaines. En droit interne, le travail en prison n'est plus obligatoire depuis 1987. C'est un travail qui doit rester volontaire, même si ça ne donne pas lieu à un contrat de travail, et ce dispositif qui est discuté et critiqué a été pourtant jugé conforme à la Constitution. Alors, pour les autres travailleurs, donc là, évidemment, c'est le pire de ce qu'on voit dans la série. Pour les autres travailleurs, ils sont aussi dans des conditions de vie et de travail qui portent atteinte à la dignité, et c'est que ça soit pour les hommes ou pour les femmes. Alors, je vais commencer par les hommes. Alors là, on voit à l'image pour les hommes Nick, donc qui est les gardiens, en fait, ça concerne les gardiens. Ils ont des conditions de vie qui peuvent soulever des questions au regard de la dignité, puisqu'ils n'ont aucune vie privée. Donc c'est ce que disait Samuel, il n'y a plus de séparation entre la sphère publique et la sphère privée, et c'est complètement vrai, puisque là, en fait, à l'image, vous voyez une cérémonie qui consiste à donner, c'est le mot qu'on peut utiliser, à donner une épouse au gardien méritant à titre de récompense. Donc évidemment, ils n'ont pas choisi leur épouse. Évidemment, ils n'ont pas choisi non plus de se marier, puisqu'on leur impose en fait le fait de se marier, et on leur impose en fait l'épouse qu'ils ne connaissent pas, qu'ils vont découvrir au moment en fait de cette cérémonie collective, en présence des servantes, des commandants, enfin de toute la famille, de toutes les familles concernées. Et évidemment, ces femmes en fait qui sont données comme épouses, elles sont élevées en fait dans ce but-là en fait de devenir épouses de gardiens. Donc ils n'ont absolument aucune vie privée. Également, les hommes aussi ne sont pas épargnés par ces conditions de vie dégradantes. Leurs conditions de travail aussi, parce qu'ils sont sous la surveillance permanente, tout le monde se surveille, en fait, c'est ce que très bien expliquait Samuel. Donc eux aussi, ils sont sous la surveillance d'un autre gardien ou d'un autre œil qui pourrait être un autre personnage de la série. Personne ne sait qui est qui. Donc évidemment, ils ont des conditions de vie aussi, des conditions de travail dégradantes. Alors pour les femmes, là j'ai donné l'exemple des servantes. Il y a deux moments en fait dans leur vie. En fait, elles sont en formation dans le cercle rouge et puis ensuite elles sont mises à disposition d'une famille. Mais quand elles sont en formation, les conditions de vie sont particulièrement aussi attentatoires à la vie et à la dignité humaine. Donc là on les voit par exemple à l'image au moment de leur sommeil, donc la nuit. Elles sont dans un dortoir, donc sans aucune intimité, sous la surveillance permanente en fait d'une tente, et on voit le lampadaire reste allumé, donc elles n'ont absolument aucune intimité, y compris dans leur sommeil, surveillance 24 heures sur 24, et évidemment surveillance qu'elles n'ont absolument pas voulu. Alors, quant aux conditions, quand elles sont formées, leurs conditions de vie s'améliorent un petit peu, je prends beaucoup de guillemets, puisqu'elles sont au moins nourries, à peu près correctement, mais elles sont privées aussi de vie privée, puisqu'elles ont une chambre qui leur est attribuée, mais qu'elles ne peuvent pas décorer, qu'elles ne peuvent pas individualiser, qu'à tout instant, en fait, toute personne peut rentrer dans leur chambre. Elles n'ont pas le droit d'avoir des photos, en fait, de leurs proches. Elles n'ont pas le droit d'avoir des objets personnels. Donc, c'est le strict minimum, en fait, pour une survie physique, mais absolument pas de conscience, d'humanité en fait derrière ces conditions de vie. Et quant à leurs conditions de travail, c'est toutes les libertés des salariés qui sont totalement en fait supprimées. Elles n'ont aucune liberté d'expression. Tu l'as dit Samuel, mais je vais vous donner un exemple. Par exemple, quand elles rencontrent une autre servante, elles peuvent pas dire bonjour, comment tu vas. Elles peuvent même pas choisir la formule de politesse. La formule qu'elles doivent dire, sinon elles risquent d'être sanctionnées, c'est « béni soit le fruit » et l'autre répond que le Seigneur ouvre. Donc elles n'ont même pas le choix de dire bonjour à quelqu'un dans le langage qu'elles souhaitent. Donc tout est hyper contrôlé. Donc
pas de liberté d'expression, pas de liberté de circulation. Quand elles se baladent, elles sont obligées de prendre tel chemin, et quand elles n'ont même pas le choix du moment de savoir quand elles vont se déplacer, on leur dit c'est à tel moment. Et toutes ces libertés, en fait, la liberté également de se vêtir, elles ont un uniforme, donc elles n'ont absolument pas le choix, évidemment, de la tenue qu'elles vont porter, uniforme qui gomme toute féminité et qui gomme toute humanité et individualité donc, de la personne. Alors, les atteintes aux libertés des travailleurs en droit interne, elles sont autorisées, mais à certaines conditions bien précises. Il faut que ça soit justifié par un motif légitime. Alors ici, le motif qu'on pourrait envisager, c'est assurer la survie de l'espèce humaine. Est-ce que c'est un motif légitime ? Je vous laisse réfléchir. Et il faut une deuxième condition, la proportionnalité. Mais là, c'est une atteinte totale en fait des libertés, c'est une abolition totale. Donc toutes ces atteintes sont totalement disproportionnées et ne peuvent pas en tout cas justifier de telles atteintes. Alors le système va encore plus loin puisqu'il met en place un véritable esclavage en fait des servantes, mais également on pourrait en parler pour les prostituées qui sont des servantes, des esclaves sexuels. Donc l'esclavage, c'est la forme la plus grave en fait d'atteinte à la liberté du travail puisqu'on réduit la personne à l'état d'objet. On nie l'humanité de la personne, c'est un objet qui va être utilisé pour l'exercice d'une prestation. Alors, on retrouve la soumission par la violence, donc ça, j'en reparle pas, je vous ai mis des images, mais la violence est permanente, et donc c'est la perte d'humanité qui vraiment fait la distinction avec les autres formes en fait de travail forcé et indigne. Alors, perte d'humanité, donc c'est toute la vie sociale, c'est toutes les libertés qu'on vient de voir, la vie privée fait partie de l'humanité. Vous avez un symbole qui est très important, c'est la perte du nom. Toutes les servantes, en fait, sont rebaptisées lorsqu'elles entrent dans la famille d'un commandant, du nom du commandant dans lequel elles vont être mises à disposition. Donc June est rebaptisée de Fred, Janine est rebaptisée de Warren. Quand elle change en fait de maison, elle rechange encore de nom. Et s'il y a plusieurs servantes en fait qui se suivent, elles reprennent tous en fait le même nom, qui est la marque de propriété en fait du commandant dans lequel elles travaillent. Idem, elles ont un tatouage, donc ça on le voit dans le livre, elles ont un tatouage à la cheville et le June dit c'est un braille, une marque de bétail, le signe de la propriété en fait de la famille. June a des mots terribles en fait dans le livre. Elle dit mon moi est une chose que je dois maintenant composer, comme on compose un discours. Ce que je dois préserver, c'est un objet fabriqué. Nous sommes des récipients, des utérus à deux pattes, un point c'est tout, vase sacré, calice ambulant. Donc ils se réduisent à un état de choses et absolument plus en fait une personne humaine. Et en fait elles sont même niées totalement dans leur humanité et même dans leur existence. À un moment, June dit, d'un point de vue de l'histoire future, cette espèce, nous, donc en parlant d'elle-même, sera invisible. Elles disparaissent totalement en tant qu'être humain. Alors même les relations sexuelles, Samuel en a vaguement parlé, en fait, sont totalement déshumanisées. C'est encadré en fait par un système, donc la cérémonie, ce qu'on appelle une cérémonie, où il n'y a aucun contact physique, aucun sentiment qui peut exister. Si par malheur le commandant en fait la touche, c'est la servante qui est envoyée dans les colonies, donc qui est punie. Il n'y a aucun sentiment possible, aucune humanité, y compris dans les relations sexuelles. Et à un moment, donc à la fin de la saison 1, le commandant va essayer de nouer une relation un peu plus humaine en fait avec June. Alors est-ce que c'est de la transgression ? Est-ce que on a eu des discussions au moment de préparer cette conférence. Et en fait, on s'aperçoit donc qu'il l'invite et pour nouer cette relation, parce qu'il sent bien qu'il va falloir nouer une relation, on ne peut pas être totalement en fait déshumanisé à ce point. Ils vont commencer à apprendre à jouer au Scrabble et les relations en fait sexuelles au moment des cérémonies vont être totalement en fait beaucoup plus compliquées en fait pour les deux personnages parce que justement il y a cette relation humaine qui commence à émerger, mais vraiment succinctement, je prends beaucoup de guillemets. Alors, donc elles disparaissent en fait en tant qu'être humain. Alors il y aurait plein d'autres exemples pour dire cette
totale. Alors pour conclure, cette série permet de mettre l'accent finalement sur tout ce qui fait de nous des êtres humains et non des objets et des machines, un prénom, une vie privée, des relations avec autrui qui ne soient pas contraintes, des sentiments, des émotions, des libertés que le système juridique en fait garantit actuellement en France. Et si le système juridique en fait enlève tous ces attributs à l'être humain, il réduit l'homme en fait à l'état d'esclave et d'objet, voire ni même jusqu'à l'existence de l'être humain. Donc cette dystopie évidemment fait peur parce qu'elle révèle que les règles de droit peuvent conduire à une telle conséquence en organisant un travail de manière autoritaire et en autorisant de telles atteintes. Et est-ce que la pollution de la planète qui entraîne en fait des problèmes de fertilité peuvent justifier en fait de telles atteintes? C'est l'intérêt de cette série, jusqu'où on peut aller, au nom de quel impératif peut-on aller jusqu'à déshumaniser en fait l'homme? Alors tous les personnages, on n'était pas forcément tous d'accord, mais on peut se poser la question si tous les personnages de la série, finalement, à un moment ou à un autre, vont pas se rendre compte que c'est impossible en fait de vivre dans un tel système. Serena, par exemple, va désobéir à plusieurs occasions et à la fin de la saison 2, va aller jusqu'à considérer que ce système-là ne permet pas un développement normal de sa fille qu'elle va finir par avoir, et elle va donc finalement rendre la fille biologique de June à June pour qu'elle s'en aille en fait et qu'elle s'enfuit, pour qu'elle fasse tout pour qu'elle s'enfuisse en fait du système. Nick, lui aussi, qui était pourtant un œil, va finir par désobéir, et le commandant Waterford, donc là on n'était pas tout à fait d'accord, transgresse aussi un certain nombre de règles. Dans le livre, on lit à un moment où il dit finalement nous sommes aussi des hommes. On ne peut pas supprimer en fait ce caractère humain. Et l'humain doit rester en fait au centre de la vie et au centre du système juridique. Je vous remercie. Merci. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle? Non, comme d'habitude, vous n'osez pas. Il ne faut pas hésiter à me poser des questions. Il ne faut pas vous manger. Non, mais par contre, c'est nous qui vous notons après. N'oubliez pas ça. Moi, je vais peut-être poser une petite question quand même. À vous entendre, je me suis posé la question, est-ce que la seule liberté qui subsisterait dans cette république, entre guillemets, ce serait pas celle de choisir parfois de mourir? Puisqu'on voit plusieurs suicides à plusieurs moments dans la série, notamment des femmes qui vont décider de se suicider. Alors la mariée forcée, Laurence l'a peut-être pas précisé, mais c'est pas une femme, cette mariée dans la série, c'est une enfant. Elle a 12-13 ans au grand maximum, donc c'est une illustration du mariage forcé. On aurait pu faire quelques développements là-dessus également, mais alors on pourrait passer toute une journée à parler de cette série sous différents angles. Voilà, on a choisi. Alors c'est vrai dans cette épouse, elle tombe amoureuse en fait d'un autre gardien dans la série. Ils sont découverts et donc ils font l'objet d'un procès, d'un simulacre de procès. Et finalement, ils sont en fait noyés dans une piscine avec un boulet parce qu'ils refusent finalement de renoncer à leur amour et ils préfèrent en fait mourir que de renoncer en fait à ce sentiment. Donc effectivement, c'est peut-être la seule liberté. Et encore. Mais c'est pas du suicide, parce qu'on verra que la République de Gilead en fait prend en considération le risque suicide et prémunit du suicide. Donc c'est ce qu'on aura l'occasion de revoir dans mon intervention. Mais effectivement, Gilead fait en sorte que notamment les servantes ne puissent pas se suicider. Voilà. Mais donc, même cette possibilité de suicide, en réalité. Les fenêtres sont fermées, les rideaux sont légers pour qu'on puisse pas se pendre, pas accès au couteau. Donc c'est un peu compliqué pour se suicider quand même. Oui, non, mais je suis d'accord avec toi, mais le livre débute par un suicide, puisque elle oui, c'est pas cool, la République de Gilead. Elle n'arrive que parce que la précédente s'est suicidée. Ils ont enlevé d'ailleurs le moyen technique qui lui a permis de se suicider. Bien, je vous propose qu'on se fasse une petite pause d'une dizaine de minutes pour pas être en retard sur la suite du programme. Donc on se retrouve dans 10 minutes. Comme la dernière fois, vous avez un petit goûter qui est mis à disposition dans le hall.